Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de StatMemore. StatMemore, c'est le concept dont je parlais dans ma vidéo de présentation qui a une visée pédagogique pour les étudiants en psycho qui galèrent vraiment en stats. Alors la première chose que je tiens vraiment à dire avant de commencer cette vidéo, c'est que quasiment tous les exemples et toute la théorie dont je vais vous parler, vous pourrez tout retrouver dans un bouquin en particulier. Ce bouquin, ce gros pavé de monstre de un peu plus de 1000 pages, je crois, non un peu moins, écrit par Andy Field, qui est enseignant-chercheur en psychologie à l'université de Sussex en Angleterre, qui s'appelle Discovering Statistics Using R. R, c'est un logiciel statistique, il y en a d'autres, il l'a écrit aussi en utilisant SAS, SPSS, pour ceux qui connaissent. Personnellement, j'ai une petite préférence pour R, je l'ai pris, et vraiment, c'est une méga bible. C'est un putain de bouquin, c'est génialissime, c'est drôle, les exemples donnés sont juste désopilants, on pourrait pas le croire comme ça, mais vraiment, on a vraiment plaisir à lire un bouquin de stats. Et donc voilà, je le recommande. Je fais une promo éhontée comme ça, mais vraiment le bouquin est excellent, le travail est excellent, et quand c'est excellent, je trouve que c'est légitime de le propager. Par contre, c'est en anglais, et c'est assez cher, c'est-à-dire que c'est un bouquin qui vous coûtera 70-80 €, mais si vous êtes intéressé par la recherche, c'est un bouquin qui vous tiendra des années, des années, des années. Donc vraiment, je vous le recommande. Bref, revenons à la vidéo en elle-même. Pour ce premier épisode, je voulais vous parler des indicateurs statistiques, c'est-à-dire les indicateurs de position et les indicateurs de dispersion. Ça fait partie de cette branche des statistiques qu'on appelle les statistiques descriptives, c'est-à-dire que c'est des statistiques qui nous permettent de décrire et de résumer un ensemble de données. Dans les vidéos, je ne parlerai pas de données par contre, je parlerai d'observation. Une observation et une donnée, c'est exactement la même chose. Donc, martelez-vous bien ça dans la tête pour pas que vous soyez trop perdu. Quand je parlerai d'observation, je voudrais dire données, c'est exactement la même chose. Donc rentrons directement dans le vif du sujet avec les indicateurs de position. Les indicateurs de position, ce sont des valeurs centrales autour desquelles nos données se rassemblent. On distingue trois principaux types d'indicateurs de position en statistique, le mode, la médiane et la moyenne. Le premier indicateur de position, donc, c'est le mode. Le mode, c'est tout simplement le score le plus fréquent dans un ensemble d'observations. Il a un avantage particulier, c'est qu'il n'a pas besoin d'être calculé. Il suffit juste d'organiser nos données de la valeur la plus faible à la valeur la plus grande et de compter combien de fois chaque score apparaît. Ensuite, on prendra tout simplement le score le plus fréquent dans cet ensemble et ça, ce sera le mode. Il a toutefois plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'il ne représente pas la tendance générale de l'ensemble de nos observations. Il représente juste la valeur qui est la plus fréquente dans un ensemble de données. Le deuxième inconvénient du mode, c'est qu'il n'est pas forcément unique dans un ensemble de données. C'est-à-dire que si vous demandez à des gens dans la rue combien d'amis est-ce qu'ils ont sur Facebook, et que vous triez vos données, vous pourrez très bien vous retrouver avec 4 personnes qui ont 80 amis, et 4 personnes qui ont 70 amis. Et dans ce cas-là, on parlera de distribution bimodale. Et pareil, si vous avez 4 personnes qui vous disent qu'ils ont 120 amis, dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec une distribution plurimodale. Parce qu'il y aura des gens qui auront 70 amis, autant qui auront 80 et autant qui en ont 120. Le dernier inconvénient principal du mode, c'est qu'il est très dépendant de votre échantillon. C'est-à-dire que si vous allez par exemple en Creuse et vous demandez aux gens combien d'amis est-ce qu'ils ont sur Facebook, qu'ensuite vous allez à Paris et que vous demandez encore une fois aux gens combien d'amis ils ont sur Facebook, vous aurez très certainement des modes complètement différents d'une région à l'autre. C'est-à-dire que d'un échantillon à un autre, votre mode diffère. Le deuxième indicateur de position statistique, c'est la médiane. La médiane, c'est la valeur qui vous permettra de diviser votre échantillon en deux moitiés égales. Pour la calculer, c'est très simple. Vous prenez votre ensemble d'observations, vous le listez dans l'ordre croissant, et là, il y a deux cas de figure qui se posent. Soit votre échantillon est composé d'un nombre impair d'individus, auquel cas votre médiane est vraiment très simple à trouver. En effet, la seule chose que vous avez à faire, c'est dans un premier temps donc trier vos données de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande, et ensuite repérer la valeur qui vous permet de diviser votre échantillon en deux moitiés égales. Dans notre exemple, on a un échantillon composé de 11 individus. La médiane sera donc la valeur associée à l'observation numéro 6, parce que en dessous de cette valeur, nous aurons 5 individus, du numéro 1 au numéro 5, et au-dessus de cette valeur, nous aurons aussi 5 individus du numéro 7 au numéro 11. Soit votre échantillon est composé d'un nombre pair d'observations, auquel cas, pour trouver votre médiane, vous prenez vos données, vous les triez de la valeur la plus faible
à la valeur la plus forte et vous repérez vos deux valeurs les plus centrales. Dans notre exemple, on a 10 observations qu'on a triées et nos valeurs les plus centrales sont celles associées à l'observation numéro 5 et à l'observation numéro 6, donc respectivement 195 et 327. Pour trouver notre médiane, on fait tout simplement la moyenne entre ces deux valeurs, ce qui nous donne 261. Ce 261 est notre médiane. C'est notre valeur qui nous permet de diviser notre échantillon en deux moitiés égales. C'est-à-dire qu'en dessous, on a les observations 1 à 5 et au-dessus, on a les observations 6 à 10. Dans les deux cas, la formule de la médiane est très simple. C'est grand N, qui correspond au nombre total d'observations, plus 1, le tout divisé par 2. Le résultat de cette formule vous donnera le numéro de l'observation qui correspond à la médiane étant ici la valeur associée à ce numéro d'observation. La médiane est un indicateur de position qui comporte pas mal d'avantages. Le premier et le moins négligeable, c'est que c'est un indicateur qui n'est pas affecté par des valeurs extrêmes. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, votre médiane sera toujours votre valeur centrale qui divise votre échantillon en deux parties égales. Que le dernier individu de votre échantillon ait par exemple 1200 amis sur Facebook ou qu'il en ait que 350, dans tous les cas, ça ne changera absolument pas le résultat de votre médiane puisque c'est la valeur qui sera toujours la même, c'est-à-dire la valeur qui divise votre échantillon en deux parties égales. Le deuxième avantage de la médiane, c'est qu'elle est unique à chaque set. En effet, vous pouvez répliquer votre étude auprès de différents échantillons. Vos valeurs centrales seront toujours différentes d'un échantillon à l'autre et fluctueront toujours un minimum. Bien sûr, si vous avez le même nombre d'observations que dans l'étude originale. Il y a assez peu d'inconvénients à utiliser la médiane. En effet, c'est un indicateur assez fiable. Le seul problème, c'est que justement, comme il n'est pas affecté par les valeurs extrêmes, il ne sera pas forcément représentatif de ces valeurs si elles ont une utilité. Et enfin, le dernier indicateur de position, c'est la moyenne, celui que quasiment tout le monde connaît. Celui-là, il est très simple à calculer, c'est-à-dire que c'est la somme de vos observations divisée par votre nombre d'observations. Il y a pas mal d'avantages à utiliser la moyenne. En effet, c'est un indicateur qui représente très bien toutes nos données, l'ensemble de nos observations. Il y a un autre avantage statistique à utiliser la moyenne sur lequel je reviendrai un peu plus tard, c'est que c'est un indicateur qui nous permet de représenter nos données comme si chaque donnée était égale. C'est-à-dire que si par exemple vous allez dans la rue, que vous demandez aux gens combien d'amis ils ont sur Facebook, que vous en avez un qui vous dit 50, un qui vous dit 60 et un qui vous dit 70, et que vous faites votre moyenne, vous aurez donc une moyenne de 60. Le truc c'est que vous ayez 50, 60 et 70 ou que vous ayez 60, 60 et 60, vous vous retrouverez dans les deux cas avec exactement la même moyenne. Et ça, c'est un avantage statistique qu'on verra plus tard. Par contre, il y a un inconvénient majeur à l'utilisation de la moyenne, c'est que, contrairement à la médiane, c'est une valeur qui est extrêmement sensible aux valeurs extrêmes. Et à cause de ça, elle ne permet pas de nous renseigner sur la précision de la description qu'elle fait d'un ensemble de données. Donc comme on vient de le voir, on peut représenter de trois manières différentes un seul et même jeu de données. Soit on utilise le mode, le score le plus fréquent, soit on utilise la médiane qui partage notre échantillon en deux parties, soit on utilise la moyenne. Dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il y ait de bons ou de mauvais indicateurs. Tout dépend des choix qu'on fait. Par exemple, prenons une étude toute con, c'est-à-dire que vous allez voir vos profs et vous leur demandez combien d'amis est-ce qu'ils ont. Vous allez voir 7 profs et vous retrouvez avec 7 échantillons de données. C'est-à-dire que il y aura un prof qui vous aura dit « moi j'en ai 3, moi j'en ai 8, moi j'en ai 13, moi j'en ai 7, moi j'en ai 1, moi aussi j'en ai 1, et moi j'en ai 2. » Donc vous avez un échantillon composé de 7 observations, de 7 profs différents. Calculons ensemble les 3 indicateurs. Pour le mode, donc c'est très simple, on trie nos données dans l'ordre croissant, et on regarde quel est le score le plus fréquent. Ici, le score le plus fréquent, c'est 1. Donc, en utilisant le mode, on peut dire que le score le plus fréquent d'amis chez les profs, c'est 1 ami. En utilisant la médiane, donc la valeur la plus centrale, donc on se retrouve avec 3 amis. Par exemple, là, en dessous de 3 amis, on a bien 3 observations, et au-dessus de 3 amis, on a aussi 3 observations. Donc notre valeur centrale, notre médiane ici, c'est 3. Donc en utilisant la médiane, on peut dire qu'un prof a 3 amis. Et si on calcule la moyenne, donc on fait 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 7 plus 8 plus 13, le tout divisé par 7,
Cette fois-ci, on se retrouve avec 5 amis. Donc en moyenne, on peut dire que les profs ont 5 amis. Maintenant, quelle est la bonne façon de décrire ce jeu de données? Est-ce qu'il est plus pertinent d'utiliser le mode, la médiane ou la moyenne, sachant qu'il y a quand même des écarts assez importants? Eh bien tout ça, ça dépendra des choix que fera le chercheur. Donc voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne les indicateurs de position. Donc ces indicateurs nous permettaient de représenter un ensemble de données autour d'une seule et même valeur, qui serait soit une tendance centrale, soit une tendance générale de nos données. Mais il est aussi intéressant de savoir si notre échantillon se regroupe ou se rassemble plus ou moins bien autour de cette valeur centrale. Et c'est à ça que vont servir les indicateurs de dispersion. Le premier indicateur de dispersion dont on peut parler, c'est la portée, ou encore la plage ou l'amplitude. La portée, c'est un des indicateurs de dispersion les plus simples à trouver. C'est-à-dire que pour l'avoir, vous prenez votre plus grand score moins le plus petit score. Dans notre exemple précédent, le plus grand score c'était 13, le plus petit c'était 1, donc vous faites 13 moins 1 et vous pouvez dire que cet échantillon a une portée de 12. Le seul problème qui est assez fréquent en stats, c'est que plus le calcul d'un indicateur est simple, moins la représentation qui fera des données sera précise. Pour reprendre notre exemple précédent avec le nombre d'amis qu'un prof peut avoir sur Facebook, imaginez qu'un de ses profs soit bassiste dans un groupe de métal et qu'il est assez connu dans sa région. Et que pour le coup, il cumule 250 amis sur Facebook. Dans ce cas-là, utiliser la portée n'a plus aucun sens, parce qu'on passe d'une portée de 12 amis à une portée maintenant de 249 amis. Sachant que la majeure partie des profs se situe entre 1 et une dizaine d'amis. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser l'écart interquartile. Un quartile, c'est très simple, c'est une médiane de médiane. Si vous vous souvenez bien, une médiane nous permettait de diviser un ensemble de données en deux moitiés égales. Maintenant, si on reprend ces deux moitiés et qu'on calcule leur médiane, on se retrouvera alors avec 3 quartiles, notre médiane et les deux sous-médianes calculées. À partir de là, votre écart interquartile est très simple à trouver. Vous prenez la valeur associée au troisième quartile, moins la valeur associée au premier quartile, et le résultat vous donne votre écart interquartile. L'écart interquartile possède à peu près les mêmes avantages et inconvénients que la médiane. C'est-à-dire que c'est un assez bon indicateur de dispersion, d'autant plus si nos données se regroupent de manière assez homogène autour de notre indicateur de position. Le seul problème, c'est que si vous avez dans votre étude des valeurs extrêmes qui ont un sens, dans ce cas-là, l'écart interquartile n'aura plus beaucoup d'intérêt parce que ces valeurs seront littéralement occultées puisqu'elles seront coupées sous le premier quartile et au-dessus du troisième. Une autre idée qu'on pourrait avoir pour calculer un indicateur de dispersion, ce serait tout simplement de se dire, puisque toutes nos observations sont plus ou moins écartées de la moyenne, on pourrait calculer tous ces écarts, puis faire une moyenne de ces écarts pour avoir au final un indicateur qu'on appellerait un écart moyen. Le seul souci avec cette notion d'écart moyen, c'est que peu importe votre jeu de données, vous vous retrouverez toujours avec un résultat égal à 0. Votre écart moyen sera toujours de 0 parce que la somme des écarts positifs à la moyenne compensera toujours la somme des écarts négatifs à la moyenne. En statistique, quand un calcul pose problème parce qu'il y a compensation entre les valeurs positives et les valeurs négatives, on utilise habituellement deux méthodes pour contrecarrer cet effet. Soit on utilise les valeurs absolues de notre calcul, soit on utilise nos valeurs mises au carré. Si on décide d'utiliser des valeurs absolues pour calculer notre écart moyen, ce qu'on peut parfaitement faire dans ce cas-là, l'écart qu'on calcule sera un écart moyen absolu. Si à l'inverse on décide d'utiliser les valeurs mises au carré, on calculera un écart carré moyen. En raison de certaines considérations statistiques sur lesquelles je reviendrai dans d'autres vidéos, on utilisera préférentiellement les valeurs élevées au carré plutôt que les valeurs absolues. Bref, revenons-en à la notion d'écart carré moyen. Le calcul est très simple. Vous prenez chacune de vos observations que vous soustrayez à la moyenne. Le résultat de cette soustraction, vous l'élevez au carré et vous faites ça pour chacune de vos observations. Une fois que ça c'est fait, vous calculez la moyenne de ces écarts mis au carré et vous aurez ainsi votre écart carré moyen. L'écart carré moyen est l'indicateur qu'il faut le mieux comprendre et le mieux retenir parce que c'est lui qui nous permettra de calculer deux choses essentielles en statistique, la variance et l'écart type d'un échantillon. Je reviendrai sur ces deux notions dans la toute prochaine vidéo.
Pour en finir avec les indicateurs statistiques, j'aimerais juste que vous reteniez qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais indicateurs dans l'absolu. À une situation donnée, certains indicateurs seront beaucoup plus pertinents que d'autres pour résumer un ensemble de données. Mais il est essentiel que vous maîtrisiez chaque concept et chaque notion pour savoir s'il est utile et pertinent d'utiliser tel indicateur dans telle situation. Cette vidéo touche à sa fin. Sachez que dans la prochaine, on travaillera donc plus en détail sur les notions d'écart type et de variance. Je travaille aussi sur une vidéo qui portera sur la notation scientifique en statistique, c'est-à-dire tous ces états, sigma qu'on peut voir dans les formules statistiques qui peuvent faire un peu peur d'entrée de jeu, juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans non plus. D'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner à la chaîne aussi. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'essaierai d'en tenir compte au mieux possible, que ce soit sur la forme ou sur le fond. J'essaierai d'améliorer au mieux de vidéo en vidéo. Voilà, mais c'est la première, donc c'est pas forcément facile. Et je vous remercie quand même beaucoup et je vous dis à la prochaine.